Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo GraphCO Hebdo donc pour faire le point ensemble sur les marchés et les différentes opportunités. Alors cette semaine, on va pas se le cacher, hein, on avait plutôt terminé donc la semaine dernière, vendredi dernier, avec une clôture au plus bas, notamment sur le CAC 40, donc assez fragile en attendant le week-end. Le week-end où on se dit le marché peut toujours jouer à se faire peur, et puis finalement la Chine a réinjecté du cash pour gérer une potentielle crise de liquidité, etc. Donc on sent que voilà, les banques centrales sont toujours là, bien entendu. Il y a toujours énormément de liquidités et on voit un marché qui joue un petit peu tous les scénarios. On voit cette capacité à revenir quand même sur les cycliques, continuer de jouer la réouverture économique, le fait que on le voit lorsque les pays arrivent à vacciner une certaine partie de leur population, eh ben on a une baisse, on enregistre une baisse des cas et donc on prend espoir justement à pouvoir revenir à un monde normal. Bien entendu, on prend quand même peur, donc on achète quand même des valeurs Covid, puisque ça continue d'exploser un petit peu partout dans le monde, même si on voit que les stats sont en train de baisser, bien entendu, et que donc ce vaccin-là, c'est quand même aussi compliqué d'administrer, et que potentiellement ça mettra des mois et des mois avant de l'avoir administré à une population mondiale suffisante, on va dire, pour passer en deçà du stade de pandémie. Donc le marché joue à la fois le mieux, le fait qu'on a une solution, qu'on a éventuellement une visibilité, que oui, on n'est peut-être pas en mode on va faire du soulagement économique et du déconfinement tout de suite, là, maintenant, mais que potentiellement on a 3 mois, 6 mois de retard, mais que ça va arriver. Mais à la fois, on se protège quand même, c'est-à-dire on continue d'avoir des valeurs de croissance, des valeurs GAFAM, surtout grâce au dollar aussi, qui remonte bien, et on continue aussi voilà, d'avoir aussi quelques valeurs Covid comme ça. Donc on sent que le marché est blindé de pognon de toute façon et donc en fait il joue, on est capable de tout acheter, on est capable de prendre des risques, d'aller chercher et à pondérer et à faire sa rotation de portefeuille sur des cycliques, mais à la fois quand même de conserver des valeurs de croissance, d'aller quand même avec aussi des valeurs Covid pour essayer de se protéger d'une certaine manière. Donc ça, c'est ce qui est pour moi le plus intéressant cette semaine. Le second point intéressant, c'est que la semaine dernière, on n'en menait pas trop large, en tout cas moi, j'étais plutôt inquiet. Alors comme je vous l'ai toujours dit, je vous avais parlé d'une correction de court terme, mais qui nous referait revenir sur des niveaux de moyen terme qui seraient très intéressants. Idéalement, je visais les 5200 points, on ne les a pas eus. Dès lundi, en fait, on a commencé à très bien construire, on a confirmé le mardi, et avec le gap de mercredi, l'affaire était quelque part entendue. Donc, ce qu'on a validé aujourd'hui, c'est une cassure de cette oblique, mais ce qu'on valide surtout pour moi, c'est toujours quand même une neutralité. C'est-à-dire qu'on reste haussier, bien entendu, avec un biais acheteur haussier, mais ce que l'on constate, c'est qu'on est en train de construire une figure de congestion en triangle symétrique. Alors, si on la casse par le haut, bien entendu, ben, on relance à ce moment-là une dynamique haussière. A contrario, si on la casse par le bas, et ben là, on aura droit à nos 5200 points, voire éventuellement moins. Mais l'idée, c'est toujours de se dire, même si on venait à casser par le bas, c'est qu'on casse finalement une tendance haussière de court terme, mais on maintient une tendance haussière de moyen terme. Et donc, on ne ferait que revenir sur les niveaux. Également, je vous ai fait publier une vidéo, je mettrai une vignette ou un truc à la fin de celle-ci pour que vous alliez la voir si vous ne l'avez pas vue, une vidéo pour rappeler, hein, ça fait 2-3 semaines, rappeler un petit peu tous les éléments et surtout rappeler que vous pouvez avoir justement une remise en cause de votre scénario long terme à court terme, et ce n'est pas une remise en cause, c'est juste un trend intermédiaire. De la même manière que ce qui se passe actuellement sur le dollar, ce n'est pas une remise en cause du scénario baissier sur le dollar que l'on peut avoir à long terme, c'est un rebond, justement, un rebond qui est de court terme. Pourquoi? Parce qu'on a aussi les taux longs qui sont en train de continuer. Alors c'est toujours pareil, ils ne sont pas encore arrivés à des niveaux pour nous faire peur et nous dire on vend toutes nos actions et on va acheter de l'obligataire. Non, il y a encore une longue route à ça. Mais on va commencer, alors on s'en est pas trop inquiété cette semaine, mais on commence voilà, à rentrer dans le vif du sujet. Également, si le marché commence à croire inflation, comme on le voit avec le prix des matières premières, comme on voit avec le prix des matières premières agricoles, si le marché donc pense inflation, il pense aussi réouverture de l'économie. Et s'il pense réouverture de l'économie également, il pense inflation et donc il pense aussi remonter des taux longs, aux US en tout cas. Donc on voit que le marché est quand même dans cette psychologie de continuer à penser réouverture économique, potentiellement plus loin
plus espacée dans le temps, mais on continue de jouer cette réouverture-là. Donc évidemment, si les taux longs continuent de monter, si le dollar continue de monter également, on voit qu'on a toute cette dualité, c'est-à-dire c'est ça qui est le plus intéressant et pourquoi quelque part on a les cycliques, on a les valeurs tech, on a les valeurs Covid, on a tout qui monte finalement en même temps, mais parce qu'on a finalement l'ensemble des planètes qui sont alignées à la fois pour continuer à se couvrir avec des valeurs Covid, puisque le Covid est toujours là et ne va pas nous quitter, avec des valeurs vaccins, puisque c'est le gros morceau et on va voir qu'on va mettre les bouchées doubles pour envoyer sur les vaccins, bien entendu, avec des valeurs tech, puisqu'évidemment, en termes de confinement, etc., elles sont très performantes et on voit encore les résultats monstrueux qui ont été délivrés par les GAFAM, Google et Amazon notamment, mais on voit aussi quand même qu'ils ne sont pas non plus achetés, donc on commence à presser les choses. Évidemment, les taux longs, la remontée des taux longs commence un petit peu à coincer au niveau des valorisations sur les valeurs technologiques. Donc on voit également qu'on joue également en sus la rotation petit à petit sur les valeurs cycliques. Donc on voit qu'on est vraiment dans tout. Et petit à petit, au fur et à mesure où on va avancer dans le temps, on va avoir des paramètres qui vont ressortir plus que d'autres et qui vont faire que l'on va faire la bascule à un moment donné plus importante que l'autre. Mais ça, évidemment, c'est un process, comme je vous le dis souvent, et ça met du temps à se mettre en place. Et donc, on voit les choses arriver petit à petit. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête actuellement. C'est pas que le marché fait quelque part n'importe quoi. C'est que peu importe le scénario que vous avez en tête, de toute façon, voilà, tous les scénarios actuellement fonctionnent dans les données actuelles. Il faut voir ensuite, si on change les données, quel est le scénario que l'on va privilégier. Donc voilà un petit peu ce que l'on a. Au niveau du CAC 40, pour revenir graphiquement, on a eu un gap aujourd'hui. Bon, je pense que la semaine prochaine, il faudra certainement qu'on aille tester cette fenêtre-là. Potentiellement, donc du coup, au-dessus des 5550 points, que je vais m'en servir en tant que pivot. On va rester neutre, mais avec un biais haussier pour tenter la cassure par le haut et la continuation. Si on vient à repasser donc fermer le gap, repasser sous les 5550, on reviendra travailler cette zone, on restera dans la figure de congestion neutre, mais sous les 5550 avec un biais de prudence à nouveau. Ce n'est que donc sur cassure des 5400 points qu'on réouvrirait une correction du marché qui réouvrirait éventuellement la porte des 5300 à 5200 points. Voilà un petit peu où on en est dans cette consolidation. Et donc ce qui a été intéressant également cette semaine, c'est que la semaine dernière, donc, on a vu les prorata et la peur sur les petites capes, et on a senti sur les 2 premières séances de cette semaine, c'est essentiellement les grosses capes qui ont attiré les flux, et sur les petites capes, ça a été beaucoup plus difficile, sauf celles de qualité ou les vaccins, ce genre de choses-là, bien entendu. Et sur les petites capes, on a senti quand même que les investisseurs avaient été douchés par la semaine d'avant. Donc là, ça tire la sonnette d'alarme quand même. Si vous êtes douché par une baisse du CAC 40 de 4%, évidemment, les petites caps, certaines ont fait du prorata à 10, 15, 20%. Mais si vous êtes douché par rapport à ça, c'est que voilà, il faut prendre aussi en considération que ce qu'on a vécu tous ces derniers mois, ce n'est pas la normalité. Il faut faire attention, évidemment, quand on gagne 30, 40, 50%, on ne pense pas au risque, on pense qu'on a une très bonne gestion du risque, mais c'est quand justement l'ensemble du portefeuille commence à chuter de 10, 15%, que là on se rend compte en effet qu'on n'avait pas une bonne gestion du risque. Donc c'est une alerte également. Il y avait une première alerte ici, ça a considéré comme une deuxième alerte. Et donc c'est une alerte aussi pour votre gestion du risque, puisque là on a l'air d'être reparti comme en 40 bien entendu, mais je pars du principe, surtout sur les marchés américains, que certes on fait des plus hauts, mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on est plus proche de la fin que du début. Alors de la fin de ce mouvement-là, qui entamera certainement un prorata et un élément correctif. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est faire un prorata par rapport aux hausses exponentielles qu'on a connues. Ça peut éventuellement nous faire baisser le Nasdaq de 10, 15%, alors pas sur 2 jours bien entendu, mais sur un mouvement, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière. C'est ça qu'il faut se dire actuellement, c'est que quand on regarde un indice comme le Nasdaq, c'est éventuellement il peut baisser de 10%, et ça ne changera pas la donne. Ça ne nous remettra pas en cause notre tendance haussière de moyen terme, moyen long terme. Donc c'est ça aussi qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire on continue de jouer tant que la musique joue. Et
Pour l'instant, on le voit, on a cassé à nouveau un nouveau plus haut au-dessus des 13 550, donc on peut les utiliser en support. Si on devait réintégrer ces 13 550 à court terme, très court terme, on redeviendrait un petit peu plus prudent, évidemment, sur éventuellement une consolidation. On a un gap ici, si on devait refermer ce gap-là, on augmenterait la prudence. Et puis, le gros support qu'il faudra suivre, c'est ces 12 800 points qui ont servi à la relance donc, la semaine dernière, et qui du coup seront à surveiller. Le jour où on les casse à la baisse, c'est là où il faut se méfier de la volatilité. Pour moi, c'est ça vraiment qui est important, c'est que c'est haussier, on sait que c'est haussier, mais on sait qu'à un moment donné, on aura un prorata avec de la volatilité, pour X raisons. On ne sait pas quand ni comment, mais c'est ça qu'il faut garder dans votre esprit pour ne pas être surpris le jour où ça arrive, pour pouvoir réagir rapidement justement, et pour pouvoir vous habituer à cette volatilité et pas vous dire on a gagné 25%, on en repère 4, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est le crack, etc. Non, non, non. On peut perdre 10% sur le Nasdaq et on ne parlera pas de crack. On parlera de quelque chose de légitime quelque part et finalement, entre guillemets, de sain. Donc, c'est bien ça qu'il faut garder en tête. Éventuellement, on peut aller chercher plus haut, bien entendu, c'est toujours la même chose. Au-dessus des 13 550, on reste positif. On peut maintenant se mettre une target. J'avais les 13 500 en target, on les dépasse. Maintenant, on peut se mettre éventuellement les 13 700, 13 800 points en prochaine target, éventuellement sur le Nasdaq. Et donc, pour moi, je me servirai des 13 550 et de ce gap-là comme pivot à court terme. C'est-à-dire que si on repasse en dessous, je redeviens prudent et je lâche un petit peu du lest sur mes valeurs américaines. D'autant qu'on le voit, ce qui va nous intéresser le plus et ce qui nous a fait du bien tout au long de cette semaine, si on avait un portefeuille américain, c'est justement ce consensus qui se fait battre. C'est toujours la même chose. En début d'année, alors moi ça fait une bonne année que je vous explique justement la remontée de l'euro et donc la baisse du dollar, le scénario que l'on a à long terme de cela, mais qu'il faut considérer, vous le voyez, à chaque fois que vous avez des consolidations, voire des corrections intermédiaires. Et là, on est dans une correction, une de ces corrections intermédiaires, et on voit qu'on est revenu chercher l'ancienne résistance et on a fait une grosse réaction dessus. Donc ça prouve bien quand même que la tendance de fond est haussière sur l'euro, donc baissière sur le dollar, mais pour autant, vous avez des corrections intermédiaires. Ce que je vous disais en début de vidéo, c'est ça qu'il faut savoir intégrer également et pas jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant tout de suite que voilà, dès que vous allez vous prendre une correction, que tout est terminé. C'est important de connaître votre profil, votre horizon de placement. C'est ça qui va faire la différence lorsque réellement on va avoir ce retour de volatilité. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Donc voilà un petit peu où on en est. On est toujours dans cette phase de consolidation malgré ce rebond qui reste technique sur l'euro-dollar. Il faudrait donc que l'on remonte sur l'euro au-dessus de cette zone des 1,21 pour relancer la tendance haussière. Et donc du coup, sur notre or, puisque c'est exactement la même chose, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a une remontée du dollar. Donc on rejoue scénario inflationniste, etc. Mais ce qui nous importe également, c'est la remontée des taux longs. Donc au niveau de nos taux réels, ce n'est pas à l'avantage de l'or. Par contre, ce qui est intéressant, donc sur l'argent, il y a eu ce faux corner, etc. Parce qu'évidemment, dès qu'on commence à s'attaquer à des choses un petit peu plus gros, on voit bien que les particuliers ne font pas bouger le marché. Donc c'est là aussi où on rentre un petit peu dans du n'importe quoi, où tout le monde a un petit peu des discours assez simplistes, puisque ça se vend bien dans les médias. J'avais déjà fait une vidéo pour tout ce qui est Wall Street Bets et compagnie. Et ça a été derrière la même chose, évidemment, que Robinhood, Revolut et d'autres bloquent les transactions. Évidemment, ils bloquent les transactions, c'est pas pour se faire plaisir qu'ils bloquent les transactions, c'est avant tout pour sauvegarder leurs clients, puisque pour la plupart d'entre eux, ils vivent des commissions, mais là, en l'occurrence, c'est des commissions zéro. Mais pour vous proposer des commissions zéro, c'est quoi? Ils prêtent les titres, vous avez également, ils vendent les données, ils vendent exactement toute l'opposition. Tout ça, c'est des sociétés de high frequency trading qui vont l'utiliser évidemment à leur avantage. C'est des sociétés également qui vont jouer contre les clients, qui vont prendre les paris inverses, etc. Donc vous avez tout un lien d'intermédiaire et donc de contrepartie. Et donc à un moment donné, ces sociétés-là bloquent le trading parce que les brokers qu'elles utilisent
ont une problématique de contrepartie. Et c'est un dommage collatéral. Donc, pour éviter que certains fassent faillite et que l'effet domino prenne, c'est pour ça qu'on vous coupe le trading. On ne vous coupe pas le trading parce que les méchants spéculateurs des hedge funds ont dit à Robin des Bois d'arrêter de proposer aux particuliers parce qu'ils étaient en train de les défoncer. C'est une belle histoire, c'est bien vendu dans les médias, c'est bien vendu également par tous les politicos qui cherchent à se faire mousser, etc., dans le sens, pour aller dans le sens girouette du populaire, etc. Et c'est pas la réalité. Donc là aussi, depuis 2 semaines, c'est impressionnant. On se rend compte, malheureusement, tout ce jugement qui est fait par méconnaissance, par désinformation. C'est comme Elon Musk, j'adore Elon Musk, mais derrière, quand il parle de la vente et découvert et qu'il dit que c'est bullshit, là aussi, c'est une mauvaise compréhension de à quoi ça sert. Et donc là aussi, plusieurs choses. Je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, juste, c'était 5 minutes, c'est pas la peine, c'est pas le sujet de cette vidéo, hop, on décale. Donc au niveau de l'or, on voit également qu'on a cet aspect taux qui rentre en ligne de compte aussi. Donc pour l'instant, on n'en parle pas trop, etc. On n'a pas atteint des niveaux qui peuvent commencer à faire flipper le marché, mais concrètement, c'est en train quand même d'être acté par le marché quand on regarde les graphiques. Donc globalement, au niveau de l'or, c'est la même chose. Notre scénario long terme, il est haussier sur l'or. Sur les matières premières, c'est haussier également. Mais à court terme, vous le voyez, vous avez une phase de consolidation à plat, de correction. Donc éventuellement, on n'est pas à l'abri également de casser par le bas. Pour l'instant, on voit que le support oblique arrive à tenir. Si ce n'est pas suffisant, il y aura ce support horizontal sur les 1760 $ et les brouettes. Mais globalement, on le voit, vous n'avez pas une relance de la tendance haussière de fond de l'or tant qu'on ne repasse pas les 1880 $ et qu'on ne confirme pas en repassant les 1900, 1920 et je dirais même les 1950, 60 après coup. Et sinon, en attendant, vous le voyez, c'est un no man's land, c'est en train d'être totalement neutre à ce stade-là. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que si l'or commence à casser par le bas, ça veut dire que le marché commence vraiment à acter que la tendance et la remontée des taux longs, il commence réellement à l'acter. Et ça veut dire là aussi qu'il va falloir regarder du côté des valeurs de croissance, puisqu'on le rappelle, les valeurs de croissance sont valorisées aussi cher, entre guillemets, relativement aussi par rapport à la baisse et à la tendance baissière des taux longs ces 20 dernières années, mais surtout là sur les dernières années. C'est ce qui permet les 5 dernières années et c'est ce qui permet d'entretenir le truc et de faire en sorte de se dire, bon, finalement des PER à 50 avec des taux qui sont en dessous des 1%, ça peut se comprendre et ça peut se jouer. Je rappelle, PER de 50, ça vous fait quand même du 2%. Donc ça vous équilibre quand même le truc et ça vous dit que bon, le marché, tout le monde dit qu'il est cher, mais parce qu'on compare ce qui n'est pas nécessairement comparable. Et on compare la bulle de 2000 à cette bulle-là, qui en est une très certainement, mais encore une fois, on ne sait pas quand est-ce que ça va éclater. Mais en 2000, vous aviez des taux d'intérêt à 7%. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus sur le 10 ans, maintenant on a passé les 1%, mais on est en dessous des 1,5%. Donc là aussi, il y a 2 poids, 2 mesures. Aussi, on compare une bulle sur beaucoup de choses qui ne faisaient pas de profit à une bulle aujourd'hui où quand même, quand on regarde, alors oui, ça commence à se payer, le prix et même au-delà. Mais quand on regarde ce que sort Google ou Amazon, c'est monstrueux quand même. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc on sent bien que le marché sur cette année 2021 quand même, il est en train aussi d'acter des pivots dans des tendances de fond. Et ça, c'est un rouleau compresseur, mais ça prend du temps. Et donc petit à petit, il faut qu'on l'observe et qu'on le commente ensemble. Au niveau de l'argent, on voit, on est allé chercher les 30 $, on est en train de faire la conso, mais on voit qu'on est dans une meilleure disposition que l'or, donc ça reste tout à fait positif. On reste haussier, dans un retournement haussier, et donc l'argent, on voit bien, cette zone des 30 $ qu'il faut réussir à faire sauter, et on continuera donc d'avoir le rattrapage de l'argent par rapport à l'or, et en plus, l'argent est industriel, bref, vous avez quand même une raison un petit peu plus fondamental d'avoir de l'argent que de l'or. L'euro-dollar, du coup, on l'a fait. Et du coup, ce qui nous manque, c'est le pétrole. Là aussi, le pétrole qui a très bien résisté et qui prouve
une nouvelle fois aussi, au-delà des négociations, de l'OPEC, de la production, etc., tout ce qu'on peut lire, mais que le marché quand même joue la réouverture. Donc après, évidemment, là, on commence à attaquer le dur, hein, dans la zone des 60 dollars. On voit qu'on peut éventuellement aller jusqu'aux 62, mais globalement, je ne pense pas qu'on ira au-delà. Entre les 50 et les 60 dollars, 70 dollars, ça convient à 95%, sauf aux schistes évidemment, mais ça convient à 95% des producteurs. Donc c'est un niveau de prix qui est très appréciable pour la majorité d'entre eux. Donc quelque part, si le niveau de prix venait à se maintenir dans ce niveau-là, c'est quelque chose qui est appréciable finalement pour tout le monde, pour beaucoup de pays et pour beaucoup de producteurs. Donc également, géopolitiquement parlant, etc., c'est un niveau de prix d'équilibre qui irait à la majorité. À ce stade-là, donc c'est haussier point barre, et on le voit également, donc les valeurs pétrolières ont plutôt bien performé et ont permis également aux indices comme le CAC 40 qui sont assez chargés en cyclique de très très bien se maintenir cette semaine et de bien se relancer, alors que la semaine dernière, on avait repris peur sur le Covid, sur le confinement, etc. Et puis on le voit, on ne fait plus de confinement dur. Je ne pense qu'aucun gouvernement dorénavant ne fera de confinement dur. On est dans des choses qu'on appelle les confinements, mais qui ne sont plus comme ce qu'on a pu faire en mars de l'année dernière. Voilà, on va passer aux actions. J'avais donc ces différents points à vous faire. Et aussi, non, au niveau des actions, c'est à peu près la même chose. On va passer rapidement sur celles où il n'y a pas trop grand-chose à dire par rapport aux dernières fois. Mais globalement, là aussi, voilà, je peux commencer par nettoyer un petit peu mes graphiques. Voilà, on nettoie tout. Donc ce qui nous intéresse, on le voit, c'est qu'on a des actions qui sont en train de vous construire des choses assez larges. Donc là aussi, c'est là où il faut savoir un petit peu la différence. Donc ici, on est revenu travailler le gap, là, pam, et on repart pour un tour. On arrive sur résistance, donc là, on va avoir la congestion. Vous cassez ici, on se remet en embuscade pour casser cette résistance et essayer de grappiller la moitié de ce gap ici. On recasse par le bas, on revient chercher ce support-là sur les 4,40 € et on continue quelque part la construction à l'intérieur d'une grosse figure de congestion en triangle ascendant. Donc ça aussi, c'est ce qui peut très bien se jouer actuellement. Donc on s'est fait peur la semaine dernière, aujourd'hui on rebondit bien, et potentiellement les prochaines semaines également, c'est le yo-yo, c'est le zigzag qui se met en place et on commence à construire des figures. Ça évidemment, ce serait quelque chose de très normal et de très sain, mais si vous avez commencé la bourse il n'y a pas si longtemps, ça va être un ennui mortel. Vous allez vous dire c'est n'importe quoi, ça sert à rien, c'est pas intéressant, et vous risquez de faire des bêtises. Ce qu'on appelle les trades d'ennui, c'est-à-dire quand on s'ennuie, on a tendance à prendre des trades beaucoup plus risqués, à surdimensionner les positions pour essayer de se donner un petit peu d'adrénaline et essayer de grappiller à droite à gauche. Ça évidemment, c'est là où on commence à faire des erreurs. Donc, on n'en est pas encore là, évidemment, à ce stade-là, mais potentiellement, c'est ce qu'on est en train de construire. Et ça serait typiquement sain, quelque part, puisque on soufflerait et on commencerait à faire des zigzags et à construire. Mais évidemment, si vous avez commencé la bourse il n'y a pas longtemps, vous allez trouver ça très ennuyeux. Mais ça fait partie, on n'est pas tout le temps en tendance. Acacia, même chose pour moi, on voit qu'on est en train de bloquer, on est revenu sur la moyenne mobile 20, on a rebondi cette semaine, on est en train un petit peu de bloquer, on sent qu'on est en train de fatiguer sur beaucoup de configurations. Si on lâche ici, vous voyez, cette zone des 3 €, on reviendrait tester cette zone des 2,80 €. Bref, pour moi, voilà, il est quelque part entre guillemets urgent d'attendre. Advicen, ça reste toujours très propre, on est revenu sur le niveau de résistance, pourquoi pas breaker donc pour la semaine prochaine, ça reste toujours très bon. On en avait parlé donc la semaine dernière sur ce rebond ici. Vous avez un bon support dorénavant sur les 11,20 €. AgriPower, il n'y a vraiment personne, c'est dommage. Les 10,50 € continuent de faire résistance, alors on a bloqué sur les 10,40 € et des brouettes cette semaine, donc il faudra réussir à les dépasser pour s'ouvrir à nouveau un retour vers les 11,50 €. Sinon, tant qu'on n'arrive pas à passer, on construit, vous le voyez là aussi, dans une sorte de triangle ascendant. Airbus a très bien performé également cette semaine, donc on a très bien rebondi sur le support. On est en train de tenter la sortie par le haut, alors mon oblique n'est pas super bien tracé, mais globalement, c'est l'idée. Donc on le voit, on est en train de tenter la sortie, et donc on voit les retournements, donc on voit ces valeurs cycliques qui quand même, il n'y a toujours pas d'avion, alors à minima, etc. Mais on voit que les portefeuilles
se réinvestissent, continuent à tenir. D'une part, je vous avais dit la semaine dernière, on voit quand même que les gérants ne paniquent pas et donc continuent à rester investis par rapport aux rotations qu'ils avaient mis en place en novembre, mais petit à petit, ils sont en train de rajouter. Donc on sent bien également la rotation qui se fait, hein, petit à petit, encore une fois, mais on continue de jouer la réouverture et donc d'anticiper. Biocartis, celle-ci, c'est vraiment l'arlésienne. Alors, quand c'est l'arlésienne, en règle générale, on commence à tracer beaucoup de choses sur le graphique, mais ça a très peu de pertinence. L'idée est toujours la même sur Biocartis, c'est passer les 4,90 €, confirmer en passant les 5,10 €, et là, ça devrait pouvoir partir. À ce stade-là, c'est toujours anticipé. La configuration est plutôt pas mal pour tenter le départ, mais ça ne part toujours pas. Ici, c'était le cas. Ici, c'était le cas ici. C'était le cas là. C'était le cas là. Et c'est encore le cas ici. Mais on voit, pour l'instant, il manque l'étincelle. Ça ne part pas. Au niveau de Biofiti, ça reste propre à ce stade. On est en train, là aussi, de construire. Donc, vous sortez par le haut. On peut éventuellement revenir chercher les 1,90 €. On sort par le bas. On commencera à souffler, un petit peu comme tout le monde. BRQS, on en avait parlé la semaine dernière, je vous avais dit bon c'est un petit peu timide, etc. Et dès le lundi, il y a eu le gap haussier qui s'est mis en place, la petite consolidation et derrière la remontada, la relance qu'on a fait donc sur cette fin de semaine. On fatigue un petit peu sur ce jour de vendredi, mais ça reste également toujours très propre. Donc pour moi j'ai cassé l'oblique ici et la baisse du jour c'est une espèce de pullback. Donc je me suis gardé une réserve. Bon, après, vous allez voir sur mon portefeuille, en ce moment, j'ai pas mal de valeurs américaines comme ça, assez spéculatives. C'est ce qui marche actuellement, donc je fais ça tant que ça marche, et puis après, on verra. Au niveau de CGG, donc, c'est toujours assez neutre, on le voit, c'est construit à l'intérieur de ce triangle. On est revenu chercher la médiane, hein, on peut considérer cette zone, je trace pas droit, je suis un petit peu, je vous dis, je suis un petit peu sur les rotules, donc soyez un petit peu indulgents avec moi. Je vous fais quand même la vidéo, et donc du coup, voilà, la médiane, elle est là, sur aux alentours des 90-91 centimes d'euros. Donc il faudrait casser par le haut pour se remettre en embuscade ici, sous cette oblique-là, pour pouvoir jouer la cassure. Et une fois qu'on joue la cassure, on joue derrière la relance haussière sur les parapétrolières. Et donc si on a des relances haussières sur les parapétrolières, c'est quand même une certaine confiance affichée. Au niveau de Claranova, ça reste propre, dans le sens où j'ai pas réussi à toucher ma ligne, parce que j'ai joué un truc comme ça à la base, mais j'avais été un petit peu gourmand sur la moyenne mobile 200. Mais du coup, hop, on peut commencer à tracer. Ça, c'était pas super probant. Ce qui va surtout m'intéresser, voilà, ce qui va surtout intéresser les plus long-termistes, hein, c'est ce passage des 7,50 € qui déclenchera réellement le signal. À ce stade-là, on a eu une petite purge ici, le rebond, et donc c'est là où ça nous intéresse. La congestion qui se met en place. On recasse tout ça par le bas. C'est pas bon, hein. On abandonne le scénario, il nous restera en gros les 5,90 € en mode dernier rempart, et sinon on reparle de tendance baissière. Mais pour l'instant, j'ai plutôt envie de lui donner le bénéfice du doute. À ce stade-là, une bonne congestion, et si on arrive, vous le voyez, à déborder ces 7 €, revenir sur les 7,30 €, 7,30 €, 7,50 €, essayer de franchir ça. C'est ça qui donnera vraiment le signal. J'ai pas mis Atari aussi, mais j'en avais parlé dans l'académie cette semaine. Il y a une très belle configuration aussi sur Atari. Bon, il y a des très belles configurations sur beaucoup de choses. Je ne peux pas parler de tout, bien entendu, mais j'essaye que ce soit le plus pédagogique possible. Crédit Agricole, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de regarder les bancaires. Et donc, comme on est bien farci de bancaires sur le CAC 40, évidemment, ça nous a bien aidé cette semaine aussi. Vous voyez, on a eu un beau rebond des valeurs bancaires. Ici, Crédit Agricole. La plus intéressante, c'est Natixis, hein. Continue à très bien performer, avoir une très belle tendance, parce que, évidemment, je pense qu'on doit jouer aussi potentiellement le retrait de la cote de la part de BPCE. On verra si ça advient. Donc Crédit Agricole est en train de revenir sur une zone de résistance. Donc là, ça sera intéressant aussi, comme je vous ai dit, sur le reste, peut-être la semaine prochaine, une semaine de temporisation et de voir comment ça va construire à ce niveau-là. Il faudrait réussir à en sortir par l'eau pour se remettre dans des bonnes dispositions, en effet. Sinon, c'est éventuellement un pullback, hein, donc un rebond technique assez puissant, mais qui reste un retracement à peu près de la moitié du mouvement baissier qu'on avait connu, et donc qui nous referait plonger ici et continuerait de nous faire construire dans ce stade-là. C'est là ce que je vous dis, c'est super intéressant, parce que la semaine dernière, on le voit, donc c'était la baisse. Cette semaine, on a des rebonds assez puissants un petit peu partout, mais il nous manque de savoir maintenant ce qu'on veut faire. C'est
aller plus haut et donc renverser la table et donc là en effet prouver la force des acheteurs, ou au contraire buter, commencer à construire et donc prouver qu'on commence à trouver un prix d'équilibre et rentrer dans ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt, une phase un petit peu de zigzag et de construction qui peut durer plus ou moins longtemps, ou mis à part trader le range à un mode court terme, il n'y aura pas trop grand chose à faire. Alors après, si on est sélectif, il y a toujours certaines valeurs évidemment qui sortent du lot. DBV Technologies, on le voit, est en train de tenter son rebond et sa relance. Je dirais qu'au-dessus des 9 euros, on peut continuer de tenter de le suivre. Deltadron, c'est une valeur très spéculative, mais on voit, elle continue de construire à l'intérieur de cette figure-là. Et donc du coup, on voit qu'elle a tenté à plusieurs reprises de dépasser cette zone des 3 centimes, des 3 centimes 10. Et donc, éventuellement, elle pourrait les retester, et si ça passe, on ouvrirait la voie des 3 centimes 70. Vous avez vu tout ce qui est implant du rachis, etc., tout ce qui est toutes ces petites valeurs un petit peu daub, etc., parce que les fondamentaux sont pas terribles. On le voit, on est en train, les spéculateurs sont en train de revenir dessus. En règle générale, pour moi, c'est qu'on est en train de boucler la boucle, hein. Donc, on peut en profiter, bien entendu. Il faut rester dans une mentalité, prendre ce qu'il y a à prendre, mais se méfier quand même un petit peu si on a toutes ces valeurs-là qui commencent à pousser. Au niveau des Richebourg, on a fait le rebond, dont on avait parlé le week-end dernier, il me semble. Et là aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au fur et à mesure des chandeliers, là je vous fais une hypothèse, mais au fur et à mesure des chandeliers, en fait, on va commencer à construire des figures un petit peu partout. Et c'est la cassure de ces figures-là qui nous permettra de valider des relances haussières ou au contraire des consolidations plus profondes. Et en attendant, c'est le zigzag et on construit. Emova s'est très bien relancé également. On était revenu ici sur cette zone de support. Alors, on l'avait un petit peu percé et puis on a bien relancé donc sur cette fin de semaine. Donc là aussi, on voit, on joue les réouvertures, on a plus de confiance. On voit que la semaine dernière, on s'était fait peur sur le confinement. Et puis finalement, c'est un couvre-feu. Et donc en gros, rien de bien neuf. Et donc en fait, on voit qu'on relâche et qu'on joue à nouveau la réouverture. Et Ramé, ça reste très positif. Là aussi, on est en train de construire, donc au-dessus des 43 euros, positif. Euronav, c'est intéressant, les résultats sont tombés hier, ils ont été vendus, mais ce qui nous a permis de valider le support oblique. On a eu une très belle réaction hier et on a confirmé cette réaction. Et regardez, c'est assez intéressant, parce qu'on a entre hier et aujourd'hui, on a confirmé le support oblique et la résistance oblique. Donc la figure est validée par le marché, la congestion dans ce triangle est validée. Et donc en gros, pour pouvoir parler d'un retournement acté sur Euronav, il faudra, vous le voyez, casser cette zone des 7,20 €, 7,30 € pour commencer à acter le retournement. Sur pas mal de tankers américains, également, on est en train d'acter le retournement. Donc il y a également quelque chose d'un point de vue secteur d'activité où ça devient intéressant, parce que également, si on réouvre l'économie, on a plus besoin de pétrole, donc on a plus besoin de transport également, de fret maritime, etc. Donc ça aussi, on peut le jouer de cette manière-là. On voit que le marché continue de jouer ça. Le marché, il joue également l'agriculture, on l'a vu. Vous avez énormément de prix d'agriculture qui sont en train d'exploser. Pourquoi? C'est simple, parce que là aussi, on est en train d'anticiper, donc de faire du stock sur la plupart des pays pour la réouverture éventuelle. Vous avez également de toute manière, comme sur les matières premières de métaux, on en avait parlé ces 2 dernières années, des déficits depuis 2015 de désinvestissement qui ont été faits parce que vous aviez des prix baissiers, des prix en baisse depuis 5 années. Et donc là aussi, lorsque vous avez donc un surplus de demande, vous avez un déficit d'offres. Et donc ce déficit, évidemment, le temps de pouvoir redémarrer des usines, redémarrer des mines, redémarrer des champs, etc., ce n'est pas du jour au lendemain. Et donc vous avez un ajustement de par les prix. Évidemment, ça aussi, ça a un impact sur l'inflation. L'inflation alimentaire, pas forcément le meilleur moment en temps de crise d'avoir une inflation des prix alimentaires, bien entendu. Mais du coup, on a quelques valeurs. Vous avez Villemorin et compagnie, il y en a un paquet. Et For Farmers ici, qu'on suit depuis un petit moment, qui est, on le voit, dans une certaine léthargie dans ce triangle symétrique, qui est en train de se le retenter et potentiellement de le casser donc pour un bon signal. Freelance.com, c'est en train de congestionner également, pas grand chose de plus à se dire. Il faudrait ressortir des 4,30 € pour relancer la dynamique. Genomic Vision, valeur entre guillemets Covid, mais on voit elle n'est pas trop suivie à ce stade-là. Il faudrait revenir au-dessus des 84 centimes d'euros pour se remettre dans des bonnes dispositions de jouer une spéculation éventuellement. Genoway, pour moi, est toujours très positif, moins de risques, c'est en train de se remettre en attaque.
des 3,75 €. Et donc cette oblique-là, si on arrive à la passer, ça sera intéressant. Bon, après, il y aura une résistance horizontale ici sur les 3,90 € et des brouettes. Et enfin, si on arrive à passer, on verra, mais on reviendra travailler certainement cette zone des 4,50 €, 5 €. Au niveau de groupe SFPI, ça aussi, c'est une valeur qui profite pas mal certainement de la crise du Covid. On voit qu'on est en train de casser par le haut et donc de relancer la dynamique haussière. Ibrigenix a tenté quelque chose, mais voilà, elle fait beaucoup de mèches hautes, on le voit, mais globalement, tant que vous n'avez pas un chandelier entier qui arrive à clôturer au-dessus de cette zone, on le voit, des 24 à 25 centimes d'euros, il n'y aura pas une validation de la cassure par le haut. Et là, si ça devait se faire, c'est une valeur spéculative, bien entendu, mais il y aurait certainement un coup à jouer là-dessus. Intrasens, là, elle est partie, donc elle avait consolidé, elle est en train de se relancer, et derrière, il faudra casser, vous voyez, cette oblique-là, pour jouer là aussi la poussée spéculative. Au niveau de LVMH, là aussi, on a eu un très bon support. On avait parlé la semaine dernière, on s'était dit, là où ça commence à piquer et nous faire mal, c'est si le luxe, évidemment, qui est la plus grosse pondération du CAC, commence à casser par le bas. En l'occurrence, sur LVMH, c'était les 493, 495 €. On voit qu'on les a tenus et qu'on relance également la hausse. Donc, hop, on continue de se charger sur LVMH. Évidemment, le jour où on devient plus prudent à l'avenir et qu'on se dit, bon, ben, potentiellement là pour quelques semaines, quelques mois, on rentre un petit peu dans une correction et donc on se remet à parler des 5200, si le luxe, et notamment LVMH, commence à passer sous les 490 €. C'est ça votre pivot. Monakea, là aussi, pas grand chose de plus à se dire, c'est de la consolidation plutôt flat à ce stade-là. MDXL a fini par breaker les 1,06 dont on avait parlé. Donc ça a fait la poussée, donc c'est positif. MG Digital, là aussi, vous le voyez, avait fait sa cassure, son pullback, et là, derrière, fait sa relance et arrive à casser aujourd'hui cette oblique descendante de moyen long terme. Ce qui fait que ça devrait nous ouvrir la zone des 58-59 €. Neoen également, on a fait une consolidation donc au prorata. Vous voyez ce prorata, et là aussi, comme je vous le dis souvent, la première correction est achetée parce qu'elle est vue comme une opportunité et donc on a mis en place le rebond. Pour autant, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la force des acheteurs. C'est-à-dire que tant qu'on reste sous les 63 €, on a cassé quand même la dynamique court terme. Donc en gros, on est coincé, vous le voyez, entre les 53 € et les 63 €, donc il y a 10 € de battement, c'est 10 € de range. Alors on peut toujours s'amuser à l'intérieur, mais tant qu'on ne repasse pas les 63 € par la hausse ou qu'on ne casse pas les 53 par le bas, vous n'avez pas réellement une nouvelle tendance qui se met en place. NetGem, ça reste très positif aussi, donc on a corrigé toute la hausse. On est revenu sur l'ancienne résistance ici, donc l'ancienne résistance oblique, s'en servir comme soutien, et hop, c'est reparti, comme en 40. Alors il faudra redépasser les 1,25 pour relancer la dynamique vers notamment les 1,40. Nextedia aussi, ça reste toujours très propre, on a une bonne relance qui se met en place, là aussi on fait une mèche haute aujourd'hui, et globalement, là aussi, éventuellement, si ça construit, on peut rester positif au-dessus des 1,35 €, ça peut demander là aussi de la construction des figures. Nicox, pareil, on avait cassé cette oblique support, et donc en fait, vous voyez, on fait le pullback dessus. Donc là, maintenant, c'est en mode attente de voir comment ça peut éventuellement construire. Est-ce qu'on peut passer au-dessus et donc réussir à se relancer? Donc on voit quand même qu'on arrive à tenir tant bien que mal, c'est une semaine un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mais ou alors, on va repartir sur le support et on va recontinuer à travailler éventuellement une figure. Alors, il me manque, j'arrive pas à tracer grand-chose de net. Si vous avez quelque chose de mieux, en commentaire, n'hésitez pas. Mais globalement, bon, j'aime bien Nicox, mais je trouve que ça manque maintenant de chandelier pour la laisser un petit peu travailler. Au niveau de Novacite, il y a eu un aller-retour à faire. On avait parlé de cette zone. On est allé plus bas, on est allé chercher cette zone ici de soutien avant de faire le rebond. Mais là aussi, on le voit, rebond technique à ce stade-là, on n'arrive pas à passer. Donc il faudrait repasser au-dessus des 10 € pour se remettre un petit peu en tentative. Mais on voit qu'on a quand même un petit peu cassé la dynamique ici, en tout cas à court terme. Il y a des rebonds qui peuvent se pousser, qui peuvent se faire, comme je l'ai dit, revenir sur la zone des 9,70, 9,90. Et tant qu'on ne les passe pas, ça va rester en mode construction sur Novacite. Oncodesign, même chose, on voit, on a corrigé, carnet creux, donc ça va très vite. On est revenu chercher des supports, on a réussi à relancer. Ce qui va nous intéresser maintenant,
Voilà, c'est typiquement la figure qu'on est en train de construire et la capacité de recasser par le haut pour relancer la dynamique. Sinon, voilà, on risque de tergiverser un petit peu là-dedans et on verra la suite. Orange, ça reste propre à ce stade-là, hein, c'est assez défensif, ma foi. Et donc on a cette congestion, éventuellement une sortie par le haut au-dessus des 10 euros là, qui pourrait nous revalider une attaque des 10,40, 10,50. Et donc le côté défensif également des télécoms qui reprendrait. Auxurion, on avait cassé la semaine dernière par le bas, là on tente le rebond technique, c'est mitigé. Il faudrait revenir au-dessus des 2,80 € pour vraiment se remettre dans des bonnes dispositions. Poxel, également, c'est plutôt ok, mais ça demande encore de la construction. Alors on tient bien les supports sur les 6,60 €, mais on voit bien que le vrai changement de pivot, c'est le dépassement des 7,80 €. Au niveau de Quantum également, on a rebondi sur les supports, mais on a buté donc sur les résistances. Donc on valide là aussi la zone de résistance. Et globalement, vous le voyez, c'est du range. Donc il faudrait repasser au-dessus de cette zone des 4,90 € notamment pour se remettre dans des bonnes dispositions haussières. Au contraire, là, si on rebute, on revient chercher les 4,20 € et on finit par les casser par le bas, eh ben, on entamera certainement une phase un peu corrective, un petit peu plus longue, éventuellement en biseau descendant. C'est que de l'hypothèse à ce stade-là, parce que on voit bien, vous voyez que maintenant ce qu'on attend, c'est des chandeliers qui petit à petit vont nous indiquer quelle figure privilégier. On n'est plus dans la période où on avait ces figures qui étaient construites et on jouait les breakouts. Et les breakouts se faisaient les uns après les autres. Et ces figures-là ont été construites pendant des mois, voire pour certaines valeurs pendant des années. Donc vous comprenez, voilà, cet aspect de patience. Au niveau de Sanofi, voilà, patience, neutralité également. À l'intérieur de ce biseau descendant, il n'y a rien. Il faudra réussir à déborder ces 84 € pour relancer la tendance haussière. Au niveau de Serge Ferrari, on a eu une bonne dynamique cette semaine. On le voit, on avait la bonne congestion. On a poussé jusqu'aux 7,60 €. J'étais plutôt sur les 7,70 €. Je pense qu'on peut toujours les garder en termes de premier objectif pour la semaine prochaine. En tout cas, la cassure haussière est validée. On reste positif au-dessus des 6,50 €. Au niveau de Société Générale, là aussi, comme la plupart des bancaires, on a eu un très bon rebond. Ça sera à confirmer la semaine prochaine, mais globalement, on le voit, on est grâce à cela en train de valider des figures de plus moyen terme et qui vont être très très importantes, surtout quand on parle taux, remontée des taux ou inflation. Sur les bancaires, il y a certainement des choses à faire. Solocal, donc là un peu plus spéculatif, mais pareil, qui est en train de tenter quelque chose. Alors on le voit, on a une bonne poussée qui est en train de se mettre en place. Il y aura du boulot, c'est-à-dire repasser au-dessus des 3,10 €, 3,20 € pour essayer de déclencher la spécu. Technicolor, c'est à peu près les mêmes dispositions. On s'est remis là dans des meilleures dispositions, mais on voit c'est la zone des 2 €, 2,10 €, 2,20 € à dépasser pour lancer le schmilblick. Au niveau de Technip, on a bien tenu cette zone de support de 8,40 €. On est en train de tenter la relance. D'ailleurs, c'est intéressant sur Valorec aussi, sur Europcar. Et il y a eu même Farnext. Ce que je trouve très intéressant dans ce marché-là, c'est de voir les réactions par rapport à les procédures de sauvegarde, au fait que vous avez des augmentations de capital et donc des dilutions en cours ou à venir. Et le marché a été acheteur. Ça, je trouve ça très intéressant également pour bien matérialiser la psychologie des foules, la psychologie du marché actuellement. C'est-à-dire, je ne vois pas le risque de dilution, je vois l'avantage que ma société sort de l'ornière, ma société s'enlève un risque et se donne une visibilité financière. Et donc là aussi, on voit en acte quand même des changements psychologiques et de paradigme au niveau du marché. Thales également, ça reste propre, ça ressemble beaucoup à ce que fait Airbus, donc à regarder cette cassure là des 80 € qui peut permettre la relance de retournement. Terradiag, on le voit, ça avait pas mal purgé la semaine dernière, on a tenté le rebond mais qui reste ma foi technique, on le voit, et qui valide une résistance sur les 3 €. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ces 3 €, on aura du mal à jouer la cassure par la hausse et le renouveau. On voit plutôt le marché qui commence à bloquer un petit peu sur toutes ces valeurs test. Voilà, pas plus à dire. Terra Nexus aussi, ça a bloqué. C'est un petit peu dommage, mais on voit peut-être là aussi que les ECA commencent à être activés et qu'on a quelques ventes. On a eu des bons volumes aujourd'hui quand même, 136 000 titres échangés, mais globalement c'est pour une petite dégradation. Alors rien de bien méchant pour moi tant qu'on tient encore les 11,60 €.
mais on le voit, il faudra réussir à passer. Alors, on le voit, hein, c'est une construction éventuellement de triangle symétrique qui est en train de se mettre en place. Mais on le voit aussi, le vrai signal, on le voit, c'est ce débordement des 13,75 € qui nous permettrait éventuellement de revenir chercher la zone des 15 € éventuellement. Total également est en train de construire, on voit, mais plutôt timidement, hein, sous les 36 €, c'est quand même très léger. Cette oblique-là, elle n'a pas l'air de valoir grand-chose pour le marché, donc je l'enlève. Et globalement, tant qu'on est sous les 36 €, on restera prudent encore sur Total, qui peut éventuellement revenir chercher, on voit, cette zone est 34 €, hein, 33,80 €. Mais globalement, si on doit revenir vers cette zone des 32,50, je pense honnêtement que ça commencera à tiquer chez pas mal de gens pour remettre du Total en portefeuille. Donc je pense quand même que c'est un bon support. Mais on voit, il y a potentiellement une marge et on est en train de travailler ça. Alors ça dépend, hein. On peut commencer à tracer ce type de figure-là, mais on voit l'importance de toutes ces valeurs, donc de ce qui va se passer sur les bancaires, ce qui va se passer sur le luxe, ce qui se passe d'une règle générale sur les cycliques, et donc également donc, sur les valeurs pétrolières. Et on a tout qui est en train de se tracer au devant de nos yeux là. Et U10 donc, ça c'est une toute petite valeur, qui donc on voit elle bouge pas mal et qui est en train de se remettre en embuscade des 1,70 €, bon, pourquoi pas essayer de les casser. Et Unibail, même idée, donc on voit là évidemment la fermeture votée la semaine dernière a pas fait du bien évidemment aux foncières. Mais globalement, c'est pas non plus la purge. On voit qu'on a un bon support sur cette zone-là des 54 €. Éventuellement, là aussi, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de valider les différentes constructions. Ça, cette oblique-là, finalement, le marché n'a pas l'air de trop s'en soucier, mais éventuellement, on le voit, on est en train de construire dans cette zone-là. Ça casse par le bas, c'est moyen moins, bien entendu, et ça voudra dire, évidemment, que le marché acte qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Au contraire, on arrive à recasser par le haut, ça veut dire que le marché valide sa confiance de jouer la reprise économique, les réouvertures, etc. Et le marché anticipe toujours, hein, c'est-à-dire qu'il peut très bien décider de le faire d'ici 2-3 semaines, alors que potentiellement on va réouvrir que ce printemps, et qu'en fin de printemps par exemple, ce genre de choses-là. Le marché, hein, rappelez-vous, que ce soit la hausse ou la baisse, va anticiper les bonnes nouvelles, va anticiper les mauvaises nouvelles. Et surtout ce qu'on a eu, ce qu'il faut regarder, c'est quand il commence à vendre les bonnes nouvelles, c'est là où il faut commencer un petit peu à être plus prudent. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a apporté. N'hésitez pas, donc, comme d'habitude, à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air, donc la liker. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo, notamment celle que je publie en cours de semaine, où je rentre un petit peu plus dans le détail souvent de, on va dire, réflexion soit psychologique, soit de conseils de trading, soit beaucoup plus macro, éco, en parlant des différents secteurs et des différents éléments à regarder. J'essaye de vous faire des rappels dans les vidéos du week-end, mais c'est vraiment ces vidéos-là qui vous servent un petit peu plus de base, bien entendu. J'essaye de moins me répéter pour garder des vidéos qui restent quand même le week-end, même là où je me dis que je me lâche pour faire des vidéos un petit peu plus longues, en deçà des 1 heure. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelles sont les valeurs que vous suivez, etc. Comme d'habitude, ou juste à laisser un petit coucou. Ça fait toujours plaisir également dans les commentaires. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous les graphes, et à lundi sur graphcobourse.fr pour de nouvelles aventures. Salut!